Merci donc maintenant ce soir d'être venu pour finalement mettre une espèce d'animation et de chaleur dans cette campagne aussi, même si elle a été, je parle de la campagne du deuxième tour, une campagne éclair qui est particulièrement difficile parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour expliquer, alors que c'est bien l'enjeu de ce moment. Expliquer, faire comprendre, transmettre. Expliquer, on va le faire ce soir avec les quelques mots que je vais vous partager avec vous. Alors d'abord, je le fais de manière non pas protocolaire ou voilà, convenue. Je veux vraiment saluer et remercier les autorités républicaines de ce pays, municipales comme préfectorales, d'avoir autorisé, d'avoir permis que nous nous rencontrions ce soir en plein air, au vu de tous, car en ces temps d'état d'urgence, la liberté de réunion est quelque chose qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Voilà. Donc merci aux autorités républicaines d'avoir su la protéger en autorisant cette réunion ici. Il s'agit d'une liberté publique que la liberté de réunion. Je salue également et je remercie du fond du cœur, parce que c'est comme ma famille, les militants que vous êtes, tous ceux qui avaient permis que ça se tienne, que nous puissions ici nous retrouver avec cette musique, avec cette buvette au fond. Salut les copains, c'est la 4e Circo qui est venue nous voir, avec les tables qui ont été apportées à la force du poignet. Je salue aussi les professionnels qui permettent qu'on s'entende, qui permettent qu'on se voit, qui permettent qu'on se représente. Merci à tous d'avoir permis cette réunion, ce rassemblement qui est d'une importance vitale dans une campagne politique, une campagne. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous, au moins, on est vraiment en campagne. On nous voit, c'est une campagne de terrain que nous faisons et que nous menons ici depuis plusieurs semaines. Et à nouveau, je ne peux que vous remercier d'avoir mis au service de cette campagne votre force militante, votre conviction et votre temps. Car nous faisons avec des bénévoles, avec des gens qui ne sont pas payés pour le faire, avec de l'énergie et de la conviction. Voilà. Donc, encore une fois, je ne peux que m'émouvoir de vous voir ici avec cet allant et cette force et cette puissance. Cette campagne de terrain, combien de fois on a sillonné les rues, on a été au bas d'immeubles pour expliquer aux gens que nous rencontrions. Je vois Agnès qui se cache par là et qui m'a accompagnée beaucoup à Pergaud. Je vois d'autres amis qui m'ont accompagnée au fait, qui m'ont accompagnée dans les cités, dans les quartiers populaires, justement pour expliquer, pour alerter sur le risque de l'abstention, pour alerter sur le fait que si nous nous détournons des urnes, il y en a d'autres qui iront. Et ceux-là n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous. En tout cas, nous n'aurons pas saisi l'occasion de nous exprimer. Et ça, en démocratie, c'est une difficulté. Donc, alerter sur le risque de l'abstention. Nous avons également sillonné les rues pour expliquer le contenu des offres politiques. Et ceci est aussi plus qu'un droit, un devoir en campagne politique. Nous avons également su progressivement rassembler, permettre que des gens qui n'avaient jamais milité s'associent avec les forces que nous représentons depuis le début de l'aventure du mouvement, depuis 1 an et demi de campagne presque, et je ne compte pas aujourd'hui ceux qui sont venus avec nous, notamment dans cette campagne législative, dans cette campagne de deuxième tour. Nous étions ce matin au marché de Grigny avec de nouveaux camarades, de nouveaux alliés que je remercie encore d'avoir su, comme leurs porte-parole sont venus tout à l'heure devant vous, expliquer à quel point il était important de continuer cette campagne ensemble. Je vous en remercie, vraiment, vraiment. Parce que, comme l'a dit Marjolaine Rose, la marche est haute. Et donc il va falloir mobiliser, et mobiliser avec, y compris, des responsables politiques de premier plan. L'énergie que nous mettons dans cette campagne, ce n'est pas l'énergie du désespoir. Je voulais vous dire ça aussi. C'est à l'inverse, l'énergie de l'espoir.
l'espoir de se faire entendre pour gagner ici, et je pèse mes mots, un droit à la représentation. Un droit à la représentation à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ici je vous parle en fait d'un droit démocratique que tout le monde peut comprendre assez facilement. Un droit à avoir une représentation à la Chambre des députés, c'est-à-dire là où s'exprime la volonté générale. D'ailleurs, l'Assemblée nationale n'est-elle pas cette chambre qu'on appelle aussi la chambre de la représentation nationale, hein? On dit aussi, pas vrai Crimo, enfin ça c'était sous la 3e et sous la 4e République, la chambre des représentants. Ah oui. Et quels représentants? Bon. Donc quand tous les soi-disant représentants représentent un même parti, il y a un problème. Là, c'est plus un flou, c'est un problème. C'est un problème parce que d'un système finalement qui devait être représentatif, on passe à un système qui n'est pas représentatif, qui devient un système autocrate, un système de parti unique. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est souhaitable pour personne, même pas pour ceux qui ont la majorité, l'écrasante majorité. C'est presque un déshonneur. Donc ici, je viens vous dire que l'Assemblée nationale, sans la représentation de la voix que nous représentons, cette voix qui s'est exprimée notamment au premier tour de l'élection présidentielle, une Assemblée nationale sans cette voix est une Assemblée nationale qui n'est pas représentative, qui ne jouerait pas son rôle d'expression de la volonté générale. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que ce serait qu'une Assemblée nationale sans la représentation de ce peuple qui pourtant a parlé? Souvenez-vous, le premier tour de l'élection présidentielle. Souvenez-vous. Quels étaient les résultats? Il y avait en fait 4 candidats qui étaient dans un mouchoir de poche. Hein, c'est comme ça qu'ils disaient les journalistes. 1, Macron. 2, bon, Le Pen. 3, Fillon. Et 4, ouais, le corrompu. Mélenchon. Oui, on peut l'applaudir. Notre candidat. Bon, alors tous ces candidats étaient très proches. Ils étaient très proches à tel point que, je vais vous rappeler un petit peu les chiffres, ils représentaient à eux 4 d'ailleurs à peu plus de 80% des voix. Il y avait donc Macron avec 8,6 millions de voix, Le Pen avec 7,6 millions de voix, Fillon avec 7,2 millions de voix, et Mélenchon avec 7 millions de voix. Ah, ces gens n'étaient pas si éloignés les uns des autres. D'accord? Bon, à l'arrivée à l'Assemblée nationale, il n'y aurait quasiment que du Macron au bout. Vous trouvez ça normal? Pas possible. Pas du tout normal. Il y aurait du Macron et un petit peu de LR quand même, hein, parce que finalement la proximité des idées fait qu'on n'arrive plus très bien à les distinguer. La preuve, il y a un Premier ministre, je vous rappelle, il est républicain. Enfin, il est les Républicains. Et il n'y aurait pas du tout le mouvement qu'a représenté Jean-Luc Mélenchon dans cette présidentielle. Il ne serait pas représenté à l'Assemblée nationale, ou si peu qu'on ne le verrait presque pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Si on avait un système proportionnel, on aurait pu prétendre à presque un quart, c'est-à-dire un cinquième plutôt, plus exactement, à l'Assemblée nationale. Si on avait eu un système proportionnel qui soit à même de représenter les électeurs qui se sont prononcés pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et là, on ne pourrait même pas espérer un dixième, parce que c'est ça qui se profile. Au vu des rapports de force aujourd'hui, par rapport au premier tour de l'élection législative, on ne pourrait pas espérer 58 députés. 58 députés, c'est quoi? C'est ce qu'il faut pour déposer une motion de censure, c'est-à-dire pour instaurer un rapport de force avec le gouvernement. Vous vous rendez compte? On ne pourrait même pas faire ça? Ça nous pose question sur le régime dans lequel on vit aujourd'hui. Et je voudrais vraiment que vous vous imprégniez de cette idée et de ce questionnement.
On a d'ailleurs un avant-goût de cette écrasante majorité aujourd'hui, y compris dans la campagne et dans la manière dont elle se mène pendant cet entre-deux tours. Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué un petit peu la manière dont les candidats, le candidat, mon adversaire, fait campagne? Est-ce que vous l'avez vu beaucoup? Il ne veut pas débattre, ça c'est sûr. C'est ce dont je vais parler à l'instant. Mais surtout, on a l'impression qu'il n'a même pas besoin de faire campagne. Qu'est-ce que ça veut dire des candidats qui n'ont pas besoin de faire campagne? C'est-à-dire qui ne présentent pas leurs options, leurs offres politiques au devant des électeurs pour que ces électeurs-là puissent être en mesure de choisir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, vous voyez, j'ai fait la proposition à mon adversaire, qui s'appelle Pierre-Alain Raffan, qui est le candidat En Marche, c'est-à-dire représentant du même mouvement que celui du président de la République, M. Macron, et à qui j'ai fait officiellement une demande. Alors attention, ce n'est pas une demande très romantique, c'est une demande très démocratique en revanche, une demande de débat. Vous savez, même pour que ce soit assez officiel, j'ai profité de mon passage sur BFM TV, là, avec Routel Krief. Oh oui, on n'est pas copines, hein, mais bon. Et officiellement, j'ai dit, moi, je suis d'accord pour un débat avec mon adversaire dans la 10e circonscription de l'Essonne. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Ça, c'était lundi de la semaine qui vient de s'écouler. Le lendemain, le mardi, je vais déposer ma candidature avec mes copines, les deux autres candidates de la France Insoumise qui se présentent au deuxième tour. Et à la préfecture, je dépose ma candidature et au sortir de la préfecture, je croise mon adversaire qui était là, tranquille, tout seul, avec son attaché case. Et je lui dis, tu sais, j'ai demandé un débat avec toi. J'ai demandé un débat à la télé. T'es d'accord ou pas? Et il m'a dit, oula, va falloir que je regarde mon agenda, mais je crois que ça va pas le faire. Bon, alors bon, j'ai dit ok, mais je ne vais pas m'avouer vaincu parce que vous savez, les insoumis ont un peu la tête dure. Eh bien, je fais une nouvelle tentative ce soir devant vous, et à nouveau, je fais ma demande solennelle, officielle, de débat à mon adversaire, Pierre-Alain Raffan. Je la fais devant vous, j'espère, comme on est en plein air, que ma voix portera et qu'il l'entendra. Nous avons encore 24 heures, c'est donc possible. Je fais cette demande et je donne un rendez-vous. Vous savez que demain, enfin vous ne le savez pas, je vous le dis, nous avons organisé, à l'aimable invitation d'une web radio libre de Grigny, qui s'appelle Blockout, qui est animée par de brillants jeunes gens de Grigny. Et nous avons fait cette proposition, et ils sont d'accord, d'organiser ce débat dans cette radio, qui sera donc audible, visible, publiquement, etc. Il suffira de vous connecter. Et vous pourrez même assister au débat en direct. Je fais donc la demande solennelle de débat pour à la web radio demain à partir de 20 h. Et comme je suis souple, je donne un créneau horaire large, puisque nous avons antenne ouverte de 20 h jusqu'à la fin de la campagne, c'est-à-dire minuit. Donc M. Raffan peut choisir son créneau entre 20 h et 24 h. Ok? Allez, on va faire ça. Donc je vous propose aujourd'hui d'appeler avec moi à ce débat. Allez, le débat, le débat, le débat, le débat. Le débat. Bon, parlons peu mais parlons bien. Non, je lui propose jusqu'à 23 h, on aura bien 1 heure. Voilà. C'est le moment ou jamais quand même de poser quand même un certain nombre d'éléments de fond, parce que même si M. Raffan n'a pas eu l'occasion d'exposer ses options politiques, ses propositions politiques, néanmoins, il me semble que certains éléments ressortent quand même de l'actualité, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à repérer quelques éléments
du mois que le président a passé tout seul au pouvoir, pour savoir que, a priori, si M. Raffan est bien d'accord avec celui qu'il représente, il y a quand même quelques éléments tangibles de l'offre politique qu'il fait en tant que député. Cette offre politique, elle a quelques axes qu'on connaît, qu'on a réussi à connaître, et attention, il a fallu fouiner pour les avoir, en particulier en matière de code du travail. Le maire de Grigny en a parlé tout à l'heure, en venant avec son code du travail. Vous savez qu'il y a un projet de faire plusieurs ordonnances, genre 8, quelque chose comme ça, en tout cas c'était dans le Parisien. Tiens, au passage, je note que pour avoir cette info, le Parisien a dû révéler quelque chose qui a tellement déplu à la ministre du Travail qu'elle lui a fait un procès. Bon. Donc, néanmoins, on peut quand même s'appuyer sur ces éléments un peu tangibles, sur le fait que, vraisemblablement, il va se passer quelque chose du côté des règles du droit du travail. Bon, ça c'est le premier axe principal, c'est-à-dire un projet de refonte complète du Code du travail dans le sens de ce qu'ils appellent la flexibilisation du travail, du marché du travail. Donc ça veut dire, grosso modo, je vais parler clair, ça veut dire faciliter les licenciements, faciliter la possibilité en fait de se séparer d'un salarié pour un patron et faire en sorte que l'embauche de nouveaux salariés coûte moins cher au patron. Pas sûr que ça fonctionne, même sûr que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a démontré aujourd'hui, ça c'est scientifiquement prouvé, que la dégradation des conditions de travail, la baisse, y compris des salaires, etc., ou même des charges, je mets des guillemets, sociales, ne produit pas la hausse du chômage, ne produit pas la hausse des embauches, la hausse de comment ils appellent ça, l'inversion de la courbe du chômage, l'inversion de la courbe. Ça ne marche pas, voilà. Donc ça c'est le premier axe. Deuxième axe, il y a un projet, et ça a été joliment joué par nos amis des commandos culturels, on va les appeler comme ça, qui étaient habillés en loup-garou enchaînés. Vous savez qu'il y a un projet de faire entrer les mesures de l'état d'urgence dans le droit de tous les jours, ce qu'on appelle le droit commun. Alors que l'état d'urgence, c'est un droit exceptionnel, un droit d'exception. Et là, l'objectif, c'est de faire rentrer ces règles-là dans le droit commun. Et en particulier, ceci aurait pour effet de limiter les libertés. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début de notre rassemblement? J'ai parlé de la liberté de réunion. Je parle aussi ici de la liberté de manifester. La liberté de manifester, elle est potentiellement menacée par ces modifications en termes de règles de sécurité, on va dire. Je me pose la question, est-ce que le projet de faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun, n'est-ce pas finalement en rapport avec ce qu'on vient de dire sur le droit du travail? Je m'explique. Si la flexibilisation dont il s'agit va produire la baisse, la dégradation des conditions de travail, la baisse des salaires, toutes ces choses qui sont très défavorables aux salariés, croyez-vous que les salariés vont encaisser sans broncher? Croyez-vous que les syndicats vont rester chez eux? Non. Les gens vont protester, les gens vont se rebeller. Ils vont le faire où? Dans la rue. Sauf que, si les règles de l'état d'urgence ont été introduites dans le droit commun, ça voudra dire que la répression de la rébellion dans la rue va pouvoir être régulière, normale, etc. Ça veut dire que les pouvoirs de police, le pouvoir du ministère de l'Intérieur, d'envoyer les CRS, de faire lancer des grenades de désencerclement ou des choses comme ça, eh bien, ce sera possible. Ce sera même possible d'aller plus loin, c'est-à-dire d'interdire les manifestations risquées. Donc, peut-être qu'il y a plus de rapport entre ces règles de l'état d'urgence, entrées dans le droit commun avec la question du Code du travail, plutôt qu'avec on va dire, la lutte contre le terrorisme. Parce que la lutte contre le terrorisme, on le sait, ne fonctionne pas avec des règles sur l'état d'urgence, de banalisation de l'état d'urgence. Ça n'est pas vrai. Donc voilà, moi je suis extrêmement inquiète
de ces axes-là. J'aimerais pouvoir en parler avec mon adversaire s'il est vrai qu'il assume ce type de mesures qui sont aujourd'hui annoncées par le président de la République. Donc voilà ma position et voilà la difficulté que j'ai, surtout si ces règles-là sont amenées à passer effectivement, à être effectivement mises en œuvre, votées par les 400 députés du président. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ce que je fais ici, c'est que j'exige avec vous, et je demande ce droit-là, d'exiger un droit à la parole contraire. Je vais citer cet écrivain italien qui est aussi un militant contre la destruction de l'écosystème dans lequel il vit, hein. C'est Eri De Luca. Cet écrivain a écrit un livre qui s'appelle La parole contraire. Et il dit, pour moi, en tant qu'écrivain et en tant que citoyen, la parole contraire est un devoir avant d'être un droit. Et ce droit à la parole contraire, et même ce devoir, je le revendique ici. Et ce n'est pas par esprit de contradiction. Je le fais par esprit civique, au contraire. Je le fais parce que c'est l'exercice d'un droit et d'un devoir de résistance à l'oppression. Il faut que cette parole contraire, soit représentée à l'Assemblée. Il le faut. C'est aussi, d'ailleurs, non seulement, j'allais dire, un devoir, mais aussi une stratégie, c'est-à-dire un point d'appui pour les travailleurs, qui, eux, n'auront qu'un espace d'expression qui sera la rue. Donc, s'ils n'ont pas un relais au sein des institutions, à l'Assemblée nationale en particulier, il y aura une espèce de solitude des salariés vis-à-vis du patronat, vis-à-vis de ceux qui, avec les législateurs, donc avec l'Assemblée nationale majoritairement macronienne, vont s'attaquer à leurs droits. Donc voilà pourquoi je réclame, j'exige ce droit à la parole contraire avec une représentation à l'Assemblée nationale, notamment par le biais, il se trouve que je suis là, d'une députée qui s'appelle Charlotte Girard et qui a décidé d'être insoumise depuis bien longtemps. Et c'est cette candidature, une candidature telle que la mienne, qui porte tout ça. C'est une voix, et Grimaud l'a dit tout à l'heure, une voix humaniste, républicaine, écologique et sociale. Ce sont tous ces qualificatifs qui ont été réunis au sein du programme L'Avenir en commun, mais qui se trouvent ici incarnés par tout ce que vous êtes, par tous ces militants et juste ces gens qui sont venus et qui se sont reconnus dans ce combat. Je voulais vous dire que demain, la campagne continue, elle est là en cours, et demain nous avons prévu quelque chose. Nous serons dans les rues de la circonscription. Nous avons décidé de faire une journée toute boîte. Ça veut dire une journée où tout le monde prend son paquet de tracts et va au travers de la circonscription, là où il vit, ou voilà, là où il a envie d'aller, avec des tracts à distribuer qui seront, attention, c'est pas juste mettre un petit papier, un tract, c'est une occasion de discuter. Et je vous le demande, faites-le avec cette conscience-là, avec la conscience de la transmission des idées, pas avec la conscience vague de quelqu'un qui suit un maître. Ce n'est pas le genre de militant que nous sommes. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer, et c'est ce que cette candidature que je propose ici incarne, c'est-à-dire une candidature de gens conscients, qui représentent les gens conscients. Et c'est pour ça que nous avons fait des ateliers des lois, sur tous les sujets de la vie, l'emploi, l'éducation, le logement, la sécurité, la justice, la planification écologique. Dans les 5 villes de la circonscription, ça on l'a fait. Et à chaque fois, c'était des occasions pour tout le monde d'expliquer, de parler, de réfléchir et d'écrire ce qui pourrait être la loi, l'expression de la volonté générale. Alors mes amis, comme nous sommes infatigables, je vous invite, parce que beaucoup de gens se sont détournés des urnes par manque d'espoir, parce que Macron a quand même réussi un peu à tuer cet espoir, je vous invite à le faire renaître, et à le faire renaître avec votre puissance militante. Pas de résignation donc,
Et cette force humaniste, républicaine, écologique et sociale que nous sommes aujourd'hui peut gagner dimanche. Donc chers amis, nous n'avons que notre énergie militante à transmettre avec conviction. En avant!